C'était une journée ordinaire à Seattle. Des nuages gris clairs et foncés s'entremêlaient, avec de petites averses tout au long de la journée et un vent soufflant presque constamment. J'étais assis dans mon bureau que je partageais avec Anna. Nous sommes détectives. Lorsque le patron est entré et a déposé 2 énormes boîtes sur mon bureau, renversant presque ma tasse de café sur mon clavier. Il est sorti de la pièce et m'a laissé la faire. J'ai essuyé les quelques gouttes de café qui avaient atteint mon costume. J'ai soupiré. On pourrait penser que plus il y a de boîtes, plus l'affaire est facile à résoudre. Plus de preuves, plus de suspects faciles à localiser. Mais non. En général, plus le patron me remettait de boîtes, plus j'avais de travail devant moi. Ma partenaire Anna n'était pas très enchantée non plus. J'ai soupiré une nouvelle fois, sirotant mon café pendant quelques minutes malheureusement courtes, en fixant les boîtes devant moi. Après une longue négociation avec moi-même, je me suis levé, j'ai ouvert la première boîte et j'ai regardé à l'intérieur. C'était rempli de DVD, de journaux intimes et calepins, de photographies de scènes de crime, de preuves physiques, cheveux, morceaux de chair, ongles, échantillons de sang. L'affaire s'annonçait déjà comme l'une des plus horribles de l'année. J'ai regardé l'heure et j'ai décidé d'emporter les boîtes chez moi afin de les réorganiser. J'ai quitté le bâtiment et suis sorti dans l'air vif de l'automne. Je me suis rendu compte que peu de gens étaient dehors ce soir-là. Il était juste 5 heures passées. Ne devrait-il pas y avoir plus de gens qui sortent du travail? J'ai atteint ma voiture, j'ai posé les cartons sur le toit, j'ai déverrouillé la porte et je suis monté dedans. J'ai posé les cartons sur le siège passager de ma voiture déglinguée et j'ai pris le chemin du retour. Je suis arrivé à la maison vers 17h45, après m'être arrêté pour faire des courses pour le dîner. Je me suis préparé des tacos et me suis assis devant la télévision. J'ai mangé rapidement, regardant mon émission de divertissement préférée. J'avais besoin de me remonter le moral avant de m'attaquer à ces boîtes. J'ai vidé le contenu sur la table en face de moi. J'ai remarqué qu'il y avait des photos de 3 scènes de crime différentes. Alors j'ai commencé par tout organiser par victime. Pourquoi ça ne l'était pas au départ? Je n'en étais pas sûr à ce moment-là. Mais quand j'ai commencé à tout parcourir, j'ai eu une idée de la raison. C'était tellement horrible. Personne ne voudrait faire face à ça. Peut-être que c'est pour cela qu'Anna et moi avions eu cette affaire. Nous étions les meilleurs détectives là-bas, des estomacs d'acier. Tout le monde a probablement supposé que nous serions capables d'y faire face. En y regardant de plus près, je n'étais pas si sûr qu'on puisse. Ce n'était pas comme si on avait eu le choix. Des gens mouraient, et Anna et moi avions été assignés à cette affaire, donc nous devions y mettre fin. Après avoir tout organisé par victime, j'ai commencé par la pile avec les dates les plus anciennes. J'ai pris la première des nombreuses photographies, et j'ai eu le souffle coupé en examinant l'image. Ce qui restait du corps était mutilé, comme si quelqu'un l'avait mangé, arrachant des morceaux de sa chair, le mettant en pièces. Le corps était allongé dans un lit, les draps blancs étaient imbibés de sang frais. Ils étaient déchirés par endroits, comme si la personne s'était débattue. Je ne pouvais même pas dire si c'était un homme ou une femme. Le corps était trop déchiqueté. J'ai pensé que c'était une femme parce que les cheveux sur la tête étaient longs, mais tout était trop mutilé et sanglant pour en être sûr. La poitrine était déchirée en morceaux, les côtes étaient cassées et sortaient de la peau. Le cœur manquait, 3 doigts n'étaient plus là, le nez n'était plus là, les yeux gisaient sur le sol. Je pouvais à peine supporter de regarder. Ne voulant plus regarder les photos, j'ai ramassé un journal intime qu'ils avaient trouvé et mis dans la boîte. Je l'ai ouvert et j'ai feuilleté jusqu'à la dernière page écrite. 11 mars 2012, 20h50. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ça. J'ai peur tout le temps. Je deviens paranoïaque. Quelque chose m'observe en permanence, ouvre mes portes et mes fenêtres dès que je suis endormi. Je suis sûr que je suis devenu insomniaque. Je n'arrive plus à dormir.
Oh mon Dieu, que quelqu'un me vienne en aide. Je deviens folle. Quelque chose ou quelqu'un veut me tuer. Je le sens. Chaque jour, c'est la même chose. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Ma mère m'a dit de me faire aider par un psy. Je ne veux pas ce genre d'aide. Je veux que cette chose me laisse tranquille. Oh mon Dieu, je n'aurais pas dû écrire ça. Maintenant, j'ai encore plus peur. Je me souviens qu'en grandissant, j'avais toujours peur de ce qu'il y avait sous le lit, derrière le rideau de douche, ou de ce qui attendait dans le lit à tes côtés lorsque tu te retournes. Ce poids que tu ressens lorsque tu as désespérément besoin de regarder derrière toi, mais que tu n'arrives pas à te résoudre à bouger. Aucune de ces choses n'a jamais été aussi terrifiante que ce sentiment qui m'assaille maintenant. Je sais que je vais mourir. Ceux qui lisent ceci, vous savez tous de quoi je parle. Cette paranoïa et cette peur envahissante venant de votre imagination lorsque vous êtes assise dans une pièce sombre, toute seule. L'écriture était tremblante et des taches de sang couvraient la page, comme si elle s'était ouverte pendant qu'on l'a tuée. Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvée sur le sol près du lit. J'ai regardé certaines des notes précédentes. C'était à peu près la même chose. Paranoïa, peur, ouverture des portes et des fenêtres, sentiment d'être observé. Je me suis demandé ce qu'était cette chose. Seattle est considérée comme une ville hippie, et si l'on considère que tout le monde nous voit comme des gens détendus, il y a beaucoup de choses folles qui se passent ici. L'État de Washington est une région de tueurs en série. Et il semblait tout du moins que c'était ce que nous avions sur les bras. 3 meurtres dans le même style, des corps déchiquetés, semblant avoir été mangés. Je suis passé à la première note du journal. 11 janvier 2012, 11h36. Ma fenêtre n'arrête pas de s'ouvrir. Elles sont fermées quand je m'endors, ouvertes quand je me réveille. Peut-être que c'est juste un animal, un écureuil ou quelque chose qui grimpe dans l'arbre derrière ma fenêtre. Je pense que je vais installer une caméra vidéo ce soir, pour essayer de le filmer. Si je n'avais pas apporté ces stupides boules qui est toutes les nuits, je pourrais me réveiller quand elles s'ouvrent. Elles grincent quand tu l'ouvres. Si le bébé arrêtait de pleurer assez longtemps pour que je puisse m'endormir sans boule qui est, je pourrais trouver ce qui fait que ma fenêtre s'ouvre. Ces satanés voisins. La première note dans le journal était seulement 3 jours avant la dernière. Les choses ont rapidement dégénéré après ça. Toutes les autres notes montrent la panique et la peur. Elle était terrifiée après la première nuit. Ça devenait difficile pour moi de gérer ça, même avec les rires de l'émission télé en arrière-plan. J'ai emballé les cartons, en faisant attention à ne plus regarder ces fichues photos, et j'ai mis les cartons de côté. J'allais regarder la télé un moment pour me changer les idées. Je me suis réveillé le lendemain matin sur le canapé. Mon appartement était froid. Je me suis levé du canapé, endolori par une nuit de sommeil difficile. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis parti au bureau en appelant Anna pendant que je conduisais. Elle a dit qu'elle serait un peu en retard, qu'elle venait de se réveiller. Je me suis arrêté au Starbucks en bas de la rue et j'ai pris des cafés pour elle et moi. Nous avions vraiment besoin d'examiner tout le contenu des cartons pour pouvoir commencer à réfléchir à l'identité de ce tueur sadique. Après m'être garé, j'ai sorti les cartons de ma voiture et les ai empilés sur le coffre. J'ai posé les 2 cafés au-dessus et les ai transportés avec précaution jusqu'à notre bureau. Quand je suis arrivé au bureau, il faisait froid là aussi, plus froid que d'habitude. J'ai allumé le chauffage et pris une gorgée de mon café, tout en gardant mon manteau. Anna est arrivée 10 minutes après moi et a pris le café avec reconnaissance. « Alors, qu'est-ce qu'on a ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas si tu veux savoir, » ai-je dit en essayant de paraître léger. « Allez, on en a vu d'autres. » J'ai soupiré et ouvert les boîtes pour elle. J'ai sorti les photos de la première scène de crime et les lui ai montrées. Elle a sursauté en les regardant. J'ai vu des larmes monter dans ses yeux quand elle a mis sa main sur son visage
et a attrapé la photo. Je lui avais montré la seule photo que j'avais regardée attentivement. Je pouvais comprendre son dégoût. Quel genre de malade, de monstre, peut faire ce genre de choses à quelqu'un ? A-t-elle dit plus calmement que d'habitude. Ce taré psychotique a arraché son cœur. Il l'a déchiré en morceaux. Qui peut faire ça ? Je ne sais pas, Anna. Je me demandais la même chose hier soir. Je ne regardais que cette photo. Après ça, j'ai commencé à lire le journal que la première victime tenait. Je l'ai pris dans la boîte et l'ai ouvert à la première note. Je la lui ai lue, ainsi que celle du deuxième jour où elle commençait à paniquer. Qu'est-ce que tu penses ? Ça pourrait être son ex ? Elle parle de quelque chose qui se tenait devant sa fenêtre. Alors peut-être qu'il l'a harcelée ? C'est possible. Mais est-ce que ces 3 victimes sont sorties avec le même homme ? Je ne sais pas. Nous avons continué à fouiller dans les boîtes. Les heures s'écoulent trop lentement. Nous avons lu le journal en entier, sans trouver d'indice sur l'identité de ce meurtrier. Nous avions regardé les photos toutes si grotesques que nous avions eu beaucoup de mal à toutes les regarder. Chaque photo montrait un membre différent détaché du corps et étalé dans la pièce, ou des morceaux de chair arrachés et du sang répandu sur la scène de crime. Les images remplies de sang et de tripes étaient déjà ancrées dans nos esprits à l'heure du déjeuner. Je ne sais pas si je serais capable de manger, ai-je dit, presque en plaisantant, alors que nous sortions de notre bureau pour aller déjeuner. Anna a ri un peu. Pendant le déjeuner, nous avons discuté de théories. Des théories du type « qui fait quoi ?» Mais aucune d'entre elles n'avait vraiment de sens. L'idée de l'ex pouvait être plausible, mais quelle était la probabilité que 2 femmes et un homme dans une ville aussi grande que Seattle sortent avec le même homme ? Ça pourrait être un tueur en série, mais pourquoi visait-il ces jeunes ? Peut-être qu'elles connaissaient les mêmes personnes, et que l'une d'entre elles était psychopathe. Il y avait juste trop d'options pour se limiter à ce stade de l'enquête. La journée de travail finie, Anna a pris une boîte contenant un cas à sa maison, et j'ai pris les 2 autres. J'allais regarder les DVD qu'ils avaient trouvés sur la scène du crime. Je suis rentré à la maison, je me suis préparé un dîner et je me suis assis sur le canapé. Après avoir mangé, j'ai mis le DVD intitulé « Nuit 1 » et je l'ai visionné. Je me suis endormi au bout de 10 minutes. Je me suis réveillé le lendemain matin presque en retard. Je suis retourné au bureau aussi vite que j'ai pu, et j'ai dit à Anna que je m'étais endormi et que je n'avais pas réussi à aller jusqu'au bout. Elle m'a dit que ce n'était pas grave, que nous pourrions en regarder 1 ou 2 alors. Nous nous sommes installés autour de mon ordinateur et avons mis le premier DVD. Il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est les pleurs quasi constants d'un bébé. Nous avons fait une avance rapide pendant les premières heures, mais nous nous sommes arrêtés lorsque nous avons vu quelque chose d'étrange. Quelqu'un, quelque chose, a grimpé dans l'arbre devant sa fenêtre et est resté assis là, sans bouger. Tout ce que nous pouvions voir était la silhouette noire d'un personnage étrange. Nous sommes allés dans l'une des salles de briefing où se trouvait un meilleur équipement de visualisation des preuves. Nous avons tout branché et sommes revenus à l'endroit où nous nous trouvions et avons zoomé au maximum. Mais nous ne pouvions toujours pas distinguer clairement la silhouette. Elle semblait avoir quelque chose à son poignet quand elle a ouvert la fenêtre. Nous avons supposé qu'il s'agissait d'un homme, au vu de la taille de sa main. Pendant toute la vidéo, il était assis à la fenêtre, fixant la victime. On aurait dit qu'il se marmonnait violemment à lui-même, comme s'il se battait avec 2 voix dans sa tête. Vers l'aube, il a sauté de l'arbre où il était perché, réveillant la victime en sursaut. Anna m'a regardé avec horreur lorsque la vidéo s'est terminée. Je ne savais pas quoi dire, alors je lui ai simplement fait un signe de tête. Je vais prendre le reste des DVD et le regarder ce soir, ai-je dit, épargnant sa santé mentale. Rentre chez toi, fais une pause. Elle m'a fait un signe de tête et s'est levée pour partir. Je l'ai suivie.
Même si ce n'était encore que l'heure du déjeuner, je suis rentré chez moi, DVD et soda à la main, pour regarder les vidéos avant la fête de Noël. Ce n'était certainement pas une activité qui encourageait l'esprit de Noël, mais que pouvais-je faire? Je suis entré dans mon appartement, j'ai déposé les DVD et le soda sur le canapé, et je suis allé me faire un sandwich. Quand je suis revenu dans le salon, la fenêtre était ouverte. Je ne me rappelais pas l'avoir ouverte. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais après avoir regardé le DVD de la première nuit de tournage, je commençais à devenir paranoïaque. Peut-être que cette chose allait s'en prendre à moi, puisqu'on m'avait confié la tâche de l'attraper. Peut-être qu'il ne voulait pas être découvert, et qu'il tuerait tous ceux qui essaieraient. Ces pensées tournaient dans ma tête, et me rendaient de plus en plus paranoïaque à chaque seconde. Je les ai chassées de mon esprit et j'ai fermé la fenêtre, en prenant soin de la verrouiller. J'ai mangé mon sandwich rapidement et mis le DVD suivant. Ça commençait de la même façon, sauf que la femme avait laissé une bougie allumée près de la fenêtre, probablement pour qu'elle puisse voir qui était là. Mais ça ne m'a pas beaucoup aidé. Je pouvais distinguer ce qui ressemblait à des bracelets qui pendaient de ses poignets et qui cliquetaient à chaque fois qu'il bougeait. Il a posé ses mains et son visage contre la fenêtre verrouillée. Je ne pouvais distinguer ni yeux, ni cheveux, ni visage humain. Tout ce que je voyais, c'était un nez qui semblait cassé et une bouche qui semblait sévèrement gercée. Toute la vidéo s'est déroulée de la même manière que la première. Il est resté là jusqu'à l'aube, observant la victime en se marmonnant. J'aurais voulu pouvoir voir ce qu'il était, mais en même temps, je ne le voyais pas. Rien qu'à sa silhouette, il avait l'air grotesque. La deuxième vidéo s'est terminée par le départ de la créature, comme la nuit précédente. Je me souviens avoir lu que le troisième jour, la victime avait appelé la police. Je ne me souvenais pas que quelqu'un avait appelé, prétendant être harcelé la nuit ou affirmant que quelqu'un se tenait devant ses fenêtres la nuit. Elle a également écrit dans son journal qu'elle avait appelé quelqu'un pour venir passer la nuit avec elle. Pendant son interrogatoire, nous avons découvert qu'il était son cousin. Je sais qu'il a trouvé le corps. Des cris l'ont réveillé au milieu de la nuit, mais il a prétendu qu'il n'avait pas pu ouvrir la porte à temps pour la sauver. Il a été placé en garde à vue dans un hôpital psychiatrique. L'incident a provoqué de graves troubles mentaux. Il a refusé de parler de l'événement, et à présent, il ne se parle qu'à lui-même. J'ai allumé toutes les lumières de mon appartement, devenant moi-même paranoïaque. Avant de regarder le prochain et dernier DVD, j'ai ouvert à nouveau le journal de la victime et j'ai lu les notes qu'elle avait écrites le dernier jour. 11 mars 2012, 17h17. J'ai appelé la police. Ils ne veulent pas m'aider. Ils ne me croient pas. Ils pensent que je suis folle. Je leur dis que quelqu'un avec quelque chose au poignet et un visage hideux n'arrête pas d'ouvrir mes fenêtres, mais ils s'en fichent. J'ai appelé Bill et je lui ai demandé de rester chez moi ce soir. J'ai mis le DVD suivant et je me suis préparé à ce que j'allais voir. Je ne pense pas que quiconque puisse se préparer à ça. Ce que j'ai vu était plus qu'horrible. Ce n'était pas grotesque, ce n'était pas horrifiant, ce n'était pas effroyable. Aucun de ces mots ne suffirait à décrire ce que j'ai vu. Le DVD commence par le verrouillage des fenêtres et la fermeture des rideaux. Son cousin entre dans la pièce et la rassure, en lui frottant le bras. « Je serai dans la pièce à côté, » lui dit-il. La jeune femme a hoché la tête et il s'est éloigné. Elle a allumé 2 bougies et en a mis une à côté de son lit, et une très près de la fenêtre. Nous les avons trouvées sur le sol, toutes 2 étiquetées, bougies anti-stress au miel et à la vanille. La jeune femme s'est recroquevillée sous ses couvertures, tournée vers la fenêtre. Quelques heures ont passé sans que rien ne se passe. Le simple fait d'avancer rapidement dans le DVD était un suspense suffisant pour que mon cœur s'emballe. J'avançais rapidement pendant quelques minutes, appuie sur play et regarde pendant quelques secondes, juste au cas où le meurtrier entrerait. Je ne voulais pas le manquer,
Vers 2 heures du matin, j'ai appuyé sur play et suis allé aux toilettes. En fermant la porte, j'ai entendu un grand bruit et je suis retourné en courant dans le salon. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu aucun objet cassé. J'ai commencé à entendre des bruits sourds. Je suis allé à ma porte et j'ai regardé par le judas, mais il n'y avait personne à ma porte ou chez mes voisins. Mon cœur battait encore plus fort qu'avant. Je suis retourné dans mon salon et les bruits sourds se sont intensifiés. J'ai regardé l'écran de ma télévision et la caméra tremblait. Je savais que c'était le moment. Je me suis assis à genoux devant mon téléviseur. Mes mains étaient moites, elles tremblaient. J'avais l'impression que j'allais vomir en pensant au fait qu'elle était sur le point de mourir et que j'étais le premier à en être témoin. La porte s'est ouverte lentement, sinistrement en face de son lit. L'homme entre dans la pièce en traînant les pieds. La porte se referme derrière lui, sans même qu'il la touche. Il se dirige vers le côté du lit de la jeune femme, le côté où se trouve la bougie. La flamme vacille, alors qu'il se rapproche de plus en plus de son lit. Ses pas sont bruyants et lents. Finalement, il arrive à son lit. Il ne regarde la caméra qu'une fraction de seconde, avant de lui tourner le dos et de faire face à la jeune femme. Je ne suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais quoi que ce soit, c'était dégoûtant. Je ne pouvais pas voir ses yeux. Sa colonne vertébrale sortait de son dos. Tout son corps était nu. Il était grand, 1,80 m probablement. Les bracelets à ses poignets n'étaient pas des bracelets du tout, mais des entraves avec des chaînes cassées. Il en avait aussi aux chevilles. Personne n'a mentionné que c'était un viol et un meurtre. Mais avec cet homme nu à côté du lit de cette jeune femme, à quoi d'autre pouvais-je penser? Alors qu'il se tenait là, je l'ai entendu murmurer d'une voix grave et menaçante. Je n'ai pas pu comprendre ce qu'il disait. Il s'est penché, lentement, sinistrement, et a soulevé les cheveux de la jeune femme, les sentant à plein poumon. Elle a commencé à se réveiller et s'est retournée en marmonnant. « Bill, qu'est-ce que tu fais ?» Puis elle a hurlé. Après moins de quelques secondes, j'ai entendu frapper à la porte et Bill crier, hurler, supplier qu'on le laisse entrer, demandant ce qui se passait. Mais la porte, qui n'était pas barricadée, ne s'ouvrait pas. La jeune fille a commencé à paniquer, à se débattre pour sortir de sous ses couvertures, et finit par tomber au sol, avec une vitesse que je ne pensais pas que cette créature ou cet humain pouvait posséder. Il était alors sur sa victime, déchirant le corps fragile de cette pauvre femme en morceaux. Il a arraché et déchiré des morceaux de peau et les a jetés dans toute la pièce. Il riait, menaçant, devenant progressivement plus fort et plus joyeux, alors que la femme mourait devant lui. Je ne pouvais pas voir ce qui se passait, mais l'horreur même de la situation a donné libre cours à mon imagination et a rendu la situation encore plus terrifiante. Puis, la victime a cessé de se débattre. La créature a souri en arrachant son cœur de sa poitrine ouverte et l'a mangé. Je ne l'ai pas vu faire quoi que ce soit à ses doigts, mais 7 d'entre eux étaient introuvables à l'arrivée de la police scientifique. La créature nue s'est levée et s'est dirigée vers la caméra. Je pouvais enfin voir ce qu'était cette chose, car la lumière de la bougie montrait son visage. Il avait de la peau cousue sur ses yeux, et le reste de son corps n'était que des morceaux de peau cousus ensemble pour créer une silhouette humaine. Ses lèvres étaient gercées au point d'être crevassées, et son nez était extrêmement tordu. Il était chauve, le sang sur tout son corps le rendait encore plus cauchemardesque. Il a soufflé la bougie sur la table de nuit et a ri. Du sang a jailli de sa bouche. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a soufflé la 2e bougie. Il a brisé la fenêtre et a sauté dehors. Pendant ce temps, Bill hurlait. Je suis resté assis en silence, horrifié, et j'ai recommencé à entendre des bruits sourds. Terrifié, j'ai marché lentement autour de ma maison, à la recherche de la source. Je n'ai rien trouvé. La dernière pièce que j'ai vérifiée est ma salle de bain.
J'ai ouvert le rideau de douche, et au moment où je l'ai fait, l'ampoule électrique de la salle de bain a explosé, me donnant presque une crise cardiaque. Ok, je me suis dit, j'ai besoin d'une pause, je vais juste aller à la fête de Noël maintenant, me changer les idées. En passant la porte, j'ai pensé au nom que j'allais donner à cette créature. Vu qu'elle était toute recousue, je l'ai appelée Stitch. J'étais loin de me douter des horreurs qui m'attendaient dans les semaines à venir.